Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux ce soir ici à l'Interallié pour participer à cette soirée au cours de laquelle nous allons aborder un des problèmes les plus importants que nous ayons à affronter ici en France, mais aussi en Europe et j'ai envie de dire dans le monde entier. Le nouveau visage de la haine des Juifs, l'antisémitisme nous connaissons, l'antisionisme aussi, la délégitimation d'Israël, la lutte contre le boycott d'Israël en ce temps si particulier que nous connaissons en France, quasiment à la veille de l'adoption par l'Assemblée nationale d'une résolution qui étend la définition de l'antisémitisme à toute manifestation de haine contre l'État d'Israël. Nous verrons tout à l'heure, au cours de la discussion, notamment avec les parlementaires qui sont avec nous, en quoi et comment cette résolution va radicalement changer notre manière de combattre ce phénomène et d'être peut-être, nous l'espérons en tout cas, plus efficace contre toutes les manifestations de haine à l'encontre des Juifs, d'Israël, mais également de l'ensemble de la société dont nous sommes absolument et totalement partie prenante parce que tous les éléments sont évidemment liés. La haine d'Israël, c'est aussi la haine de la démocratie, c'est la haine des valeurs de liberté que nous avons en partage et qui fondent la relation si particulière entre la France, l'Europe et l'État d'Israël et qui donne au peuple juif ce rôle particulier dans le concert des nations et ici même en France en tant que citoyen évidemment à part entière. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'avoir un plateau assez impressionnant de par la quantité mais surtout de par la qualité des personnalités qui sont avec nous déjà depuis ce matin et avec lesquels nous avons un programme particulièrement chargé. Nous avons d'ailleurs passé l'essentiel de la journée à l'Assemblée nationale pour des rencontres avec des parlementaires, mais je n'en dis pas plus parce que en fait, je ne voudrais pas déflorer ce qui sera le thème essentiel et principal de l'intervention de nos amis. Je voudrais vous souhaiter à nouveau la bienvenue au nom d'Elnet, une organisation que certains d'entre vous connaissent bien, d'autres peut-être un peu moins, mais c'est... Ce type de soirée, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce que nous faisons. Je retrouve beaucoup de visages amis et je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom du président du board d'Elnet qui est ici avec nous, Pierre Dassas, accompagné de Nathalie, son épouse, et au nom également de Serge Kranzenblum que j'ai vu dans l'assistance, qui est membre du board d'Elnet, et Jean-David Benichou qui va nous rejoindre également dans quelques instants. Elnet est une organisation européenne qui œuvre au renforcement du dialogue stratégique entre les pays européens et Israël, qui développe des coopérations politiques de très haut niveau, qui permet aux parlementaires européens, français bien sûr, mais également dans d'autres pays européens, de découvrir, de connaître Israël. Et chacun sait bien que la principale menace finalement à laquelle nous devons nous confronter, c'est l'ignorance. Et il faut éduquer ceux qui ne savent pas ce qu'est Israël pour leur faire découvrir la réalité de ce pays que nous aimons, mais nous ne l'aimons pas simplement parce que c'est Israël et parce que nous sommes des Juifs, nous l'aimons parce que c'est un pays exemplaire, un pays qui partage les mêmes valeurs que la France, qui appartient à cette grande univers, ce grand monde des grandes démocraties qui œuvrent pour la paix, pour l'égalité, pour la dignité entre tous les hommes. Alors, pour certains... La situation que nous vivons depuis maintenant quelques années est évidemment, elle est intenable et fait dire à beaucoup que finalement c'est foutu. Vous avez entendu ça 1 million de fois. La France c'est foutu, l'Europe c'est foutu et à écouter certains, il faudrait juste baisser les bras, voire faire ses valises et quitter le pays. Chez Elnet, nous pensons bien différemment. Nous pensons que non seulement ça n'est pas perdu, mais qu'en plus de cela, je crois que personne n'a les moyens, et surtout pas Israël, de considérer que l'Europe est une cause perdue, est un combat perdu. Vous savez, les seules batailles que l'on n'a pas gagnées, c'est celles que l'on n'a pas menées. Et je voudrais démarrer cette soirée, avant de laisser la parole à nos différents intervenants, démarrer par une bonne nouvelle. Les ennemis d'Israël ont failli. Ils ont perdu.
ils le savent. Ils savent qu'ils ne détruiront jamais Israël. Mais le fait qu'ils aient perdu ne veut pas dire qu'ils ne soient pas dangereux. Au contraire, c'est au moment où ils ont perdu tout espoir de réaliser leurs rêves fous qu'ils deviennent probablement les plus enragés. Et il en va ainsi des ennemis les plus proches d'Israël, mais il en va aussi du BDS, de ceux qui appellent au boycott et qui, jour après jour, se rendent compte que, eh bien, non seulement ils ne réussissent pas à faire basculer les opinions publiques, mais qu'ils n'arrivent pas non plus à enrayer ce phénomène de développement, de prospérité de l'État d'Israël. Les exemples ne manquent pas, nous en parlerons tout à l'heure, et je voudrais, sans plus attendre, donner la parole. Alors, la règle de la soirée, c'est qu'on va tous essayer de faire en sorte que toutes les interventions tiennent en 1 heure. Ce qui nous laissera encore un petit peu de temps pour continuer à parler, à discuter entre nous. Et il y aura le temps dans cette heure des interventions, mais également de l'interaction avec le public. Et l'idée, c'est pas que vous n'êtes pas venu assister à une conférence, vous êtes venu participer à un débat qui doit mener et ouvrir à l'action positive, à l'action politique, parce que le combat que nous menons ne se mène ni assis sur une chaise, ni derrière son écran de téléphone ou d'ordinateur pour dialoguer avec ses amis sur les réseaux sociaux, mais se mène concrètement sur le terrain politique. Et nous sommes très heureux d'avoir avec nous ce soir déjà 2 parlementaires que vous connaissez bien et qui sont en première ligne, sur la ligne de front du combat pour Israël. Je suis heureux de les saluer tout d'abord et avant tout le monde. Le député de Paris 16, Claude Goassegen, et le député des Français de l'étranger, qui inclut la circonscription évidemment des Français d'Israël, notre ami Meyer Habib. Dans quelques instants, Sylvain Maillard, député de Paris et président du groupe d'études sur l'antisémitisme, qui est à l'origine de la résolution qui sera bientôt votée, va nous rejoindre et il prendra sa place. Voilà. Alors, sans plus attendre, quelques mots de bienvenue et d'ouverture par notre ami Marc Attali, qui est le numéro 2 de l'ambassade d'Israël en France, ministre plénipotentiaire, qui vient à titre personnel parce qu'il est un ami d'Elnet et un ardent défenseur de la cause qui est la nôtre, cause commune, et il représente également ce soir Madame Aliza Ben-Noun, l'ambassadrice d'Israël en France. Monsieur Attali. Bonsoir à tous. Merci Ariel. Je voulais de mon côté aussi féliciter Elnet, son président, son directeur général et les membres du board pour cette initiative et bien sûr tous les amis du Shomron et les invités, les députés, les honorables députés et les membres de cette table ronde. Mon ami Ben-Dror Yemeni, un journaliste israélien. En tout cas, ce qui est important finalement, bon, vous connaissez de quoi le sujet, vous le connaissez, mais finalement, ce qui est important, c'est que le message qui doit ressortir d'ici ce soir et le message qui doit ressortir de tout événement qui lutte contre le BDS, contre l'antisémitisme, contre l'antisionisme, le message doit être très fort. Le premier, zéro tolérance pour le BDS, zéro tolérance pour l'antisémitisme et zéro tolérance pour l'antisionisme. Parce que lutter contre ces 3 maux de nos sociétés, en France et ailleurs, c'est lutter pour la démocratie. C'est lutter pour les valeurs auxquelles nous croyons, les valeurs qui sont chères à nous tous. Parce que le BDS, le boycott, l'antisémitisme, l'antisionisme, c'est purement de la haine aveugle. Et ce sont des phénomènes qui n'ont pas leur place dans nos sociétés démocratiques. Et nous sommes tous là pour militer, pour combattre ces phénomènes. Nous sommes ici aussi, ça coïncide aussi avec cette initiative de faire adopter une résolution, la résolution de l'antisémitisme qui a été votée par le Forum international, l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Et je pense que c'est vraiment l'occasion de débattre ce sujet auquel nous tenons à cœur tous, parce que finalement, on est tous menacés.
Et ce n'est pas uniquement une histoire des Juifs, ce n'est pas uniquement l'histoire d'Israël. C'est un problème international auquel nous devons faire face avec détermination et avec courage. Et comme l'a dit Arié, il y a aussi des succès. Et je vais conclure en disant que, bon, on parle de la définition qui doit être adoptée à l'Assemblée, mais aussi la semaine dernière, le Parlement allemand a adopté une résolution qui reconnaît le BDS en tant qu'un mouvement antisémite. Alors il y a aussi de bonnes nouvelles parce que nous sommes là pour combattre contre ces phénomènes. Alors je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout une intéressante soirée. Merci. Merci. Merci Marc. Alors, on va aborder maintenant le cœur du débat avec nos 3 intervenants venus d'Israël et des territoires palestiniens. Vous avez remarqué la présence parmi nous du cheikh Abou Khalil Al-Tamimi, qui est le cheikh, c'est-à-dire à la fois le chef politique et religieux d'une des plus importantes tribus qui vit dans les territoires palestiniens. Et ce sont, lui et ses collègues cheikhs, ce sont les véritables représentants finalement de ce peuple palestinien. Il vous dira comment et pourquoi tout à l'heure. Yossi Dagan est le président du conseil régional de la Samarie et il est le prochain à prendre la parole. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous un professeur, un journaliste, un écrivain, Ben-Dror Yemini, qui notamment a écrit ce livre extrêmement important que nous sommes en train de faire traduire en français, The Industry of Lie, l'industrie du mensonge. Il en évidemment dira quelques mots tout à l'heure. Yossi Dagan, vous avez la parole. Alors Yossi va s'exprimer en hébreu. Vous avez une traduction simultanée en anglais. Donc n'hésitez pas à prendre vos casques pour suivre son intervention. Yossi, please. Il va s'exprimer, oui pardon, excusez-moi. Il va s'exprimer en hébreu, vous aurez la traduction en français, je m'excuse. שלום לכולם, קודם כל באמת מכבד מאוד לשבת בפורום הנכבד הזה ואני מודה לכם שבאתם. אני חושב שהמכנה המשותף של כל היושבות והיושבים כאן, שאכפת להם מהצדק, אכפת להם מהאמת, וזה מה שמאחד אותנו. יש כאן אנשים מצרפת, אנשים מישראל, יהודים, נוצרים, מוסלמים, אבל התכנסנו ביחד כדי לדבר על האמת, לדבר על הצדק ולדבר על השלום. שמי יוסי דגן, אני ראש המועצה האזורית שומרון. שומרון הוא האזור הגדול ביותר במדינת ישראל, 12% משטחה של כלל המדינה. יש לנו בשומרון 36 יישובים, ערים ועיירות, יש לנו חקלאות פורחת, בתי ספר, תיירות, אבל לפני הכל אנחנו אף פעם לא שוכחים שהשומרון, כמו גם יהודה, כמו גם כמובן ירושלים, זה ארץ התנ"ך, ארץ ההיסטוריה של העם היהודי, ארץ הציביליזציה האנושית. רוב סיפורי התנ"ך שהתרחשו מימי אברהם, יצחק ויעקב, יהושע בן נון ועד לימינו אלו, התרחשו בשומרון, ומתוך אותה היסטוריה ומתוך אותם שורשים עמוקים ביותר שיש לעם למולדתו, אנחנו בונים ברמה החדשנית ביותר והמודרנית ביותר את לב המולדת שלנו, את יהודה ושומרון. תראו, אנחנו עומדים בפני ימים לא פשוטים, לא פשוטים בכלל. אנחנו עומדים מול התקפות טרור אכזריות, גם אנחנו, כמונו כמוכם, אותה אכזריות שיש למחבלים שרוצחים זוג הורים, משפחת הנקין לפני 3 שנים, אצלנו בשומרון, מול 4 ילדיהם הקטנים שברכב, אותה אכזריות מתגלה גם כאן, אם זה במערכת של עיתון שלא מוצאת חן בעיני מישהו, או במועדון כאן לא רחוק מכאן בפריז, הבטקלן, בדיוק אותה אכזריות ואותו טרור אנחנו עומדים ואתם עומדים. אבל אנחנו עומדים, ובזה אני רוצה לשתף אתכם בדקה 2 הקרובות אל מול המלחמה החדשה. כי אתם יודעים, ב-72 שנה שמדינת ישראל קיימת, כל כך הרבה פעמים ניסו הצבאות של מדינות ערב להשמיד את מדינת ישראל, בטנקים, במטוסים, בטילים, אבל הם לא הצליחו. כי ברוך השם, הצבא הישראלי הוא צבא חזק, הוא החזק ביותר במזרח התיכון. ולכן מדינת ישראל עומדת בשנים האחרונות מול המלחמה החדשה. מלחמת השקר, מלחמת הדלגיטימציה, מלחמת הבויקוט, אני קורא לזה, מלחמת החרם.
ואנחנו עומדים במלחמה ברורה של אמת מוחלט מול שקר מוחלט. באותו לילה נוראי, באותו לילה שחור משחור, בו עמדתי ליד הרכב של בני משפחת הנקין שסיפרתי עליכם מקודם, כשזוג, שני מחבלים נפשעים מהרשות הפלסטינית, ירו בדם קר במשפחה, זוג הורים ו4 ילדים קטנים, בני שנה, בני 5. הגעתי לשם כמה דקות אחרי, יחד עם המשטרה, עם הצבא, עם אנשי הרפואה, וראינו את האבא כשחצי גופו בפנים, בתוך הרכב, וחצי גופו מחוץ לרכב. ואז הבנו שבשניות האחרונות של חייו הוא ניסה להסתער בשארית כוחותיו אחרי שירו בו ולעצור את המחבלים מלרצוח את משפחתו. לאחר שהם נתפסו, אותם מחבלים ארורים, הם סיפרו בחקירה שלהם כיצד הם נבהלו מכך שהוא ניסה להילחם בהם וברחו, וכך הוא ואשתו נרצחו, נעמה והרב איתם הנקין, זיכרונם לברכה, ו4 ילדיהם ניצלו, והבן הבכור חגג, אותו ילד שניצל לפני כחודש, את בר המצווה שלו. ועמדתי שם באותו רגע, אני משתף אתכם, והסתכלתי ואמרתי, אם היה לי רגע בחיים שהבנתי מה הקרב שלנו, מה המלחמה שלנו, בין חברה שקידשה את החיים, שקידשה את היצירה, שקידשה את הטוב, שקידשה את היושר, לבין ארגוני מחבלים נפשעים שקידשו את המוות, את החידלון ואת הרע וגם את הפחדנות. וזו המלחמה הישנה, ובדיוק באותה מידה אנחנו עומדים אל מול האנטישמיות החדשה, המתחזה לאנטי-ישראליות, המתחזה לקמפיין זכויות אדם של חרם. כי מה שאם אנחנו מסתכלים ורואים את מה אותם ארגונים רדיקליים מנסים להחרים, מנסים בעצם להשמיד, הם מנסים להשמיד את אזורי התעשייה המשותפים ליהודים וערבים אצלנו ביהודה ושומרון. אתם יודעים, 20 ומשהו שנה, 26 שנה מדברים על שלום. יש הסכמים, יש תהליכים, יש ועידות, קונגרסים, פוליטיקאים שמתפרנסים מזה. יש הרבה ועידות על שלום והרבה הסכמי שלום. אבל אתם יודעים, במזרח התיכון מה אין לנו? שלום. ובאותם שנים בדיוק שבהם הלכנו על גישה של אנחנו ניסוג, אנחנו נעקור מאות אלפי יהודים מבתיהם, אולי גם אחרים חשבו שיעקרו מאות אלפי ערבים מבתיהם ונקבל שלום, זה התפוצץ בפנים. התוצאה של 26 שנות רשות פלסטינית היא אלפי הרוגים יהודים וערבים. זה עשה רע גם לנו וגם להם. ובכל האזור הזה של המזרח התיכון, הנקודה היחידה שבה יהודים וערבים עובדים ביחד בדו-קיום, באותם מפעלים, ליד אותה מכונה, מרוויחים אותה משכורת בדיוק. ומי שמגיע למפעלים, ויש כאן מהנוכחות והנוכחים שכיבדו אותנו והגיעו, יכולים לראות מנהל ערבי שעובד וכפופים אליו יהודים וערבים, פועלים שכפופים אליו. יכולים גם לראות מנהל יהודי שכפופים אליו יהודים וערבים, כי מה שמשנה זה המקצועיות. אותה משכורת, כל חוקי העבודה והתנאים הסוציאליים של מדינת ישראל חלים עליהם. לכאורה אותם ארגונים שמדברים על שלום ודו-קיום וזכויות אדם היו צריכים לשאת על כפיים ולתמוך ולחזק באותם אזורי תעשייה. כמו שאמרתי, המקום היחיד במזרח התיכון שיהודים וערבים עושים בו כבר שנים, יום אחרי יום, דו-קיום אמיתי, לא של פוליטיקאים, לא של ניירות, אלא בין אנשים. ואת מה רוצים אותם ארגוני זכויות אדם, ארגוני שלום להשמיד על ידי החרם? את אותם אזורי תעשייה שעושים את אותו דו-קיום. כי כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים במלחמה נגד השקר, אמת מול שקר. ואותם ארגונים שרוממות זכויות האדם והשלום בפיהם, לא מעניין אותם זכויות האדם, לא מעניין אותם הרווחה של האזרחים של הרשות הפלסטינית. יש להם מטרה אחת, לפגוע במדינת ישראל ולהשמיד את מדינת ישראל על ידי אותה דלגיטימציה ועל ידי אותה פגיעה כלכלית. וזה בדיוק אותה מלחמה על קיומה של מדינת ישראל. אנחנו הגענו לכאן משלחת מהשומרון עם השייח תמימי מרמאללה, שאני רוצה לומר לכם שהוא מנהיג אמיץ, כי הרשות הפלסטינית היא לא מקום דמוקרטי, ולא פשוט להגיד דברים שהם אנטי תזה לרשות הפלסטינית. והשייח יחד עם עשרות רבות של שייחים ומנהיגים מקומיים עומדים יחד איתנו ומציעים מודל אחר, את אותו מודל בדיוק של אזורי התעשייה ביהודה ושומרון, מודל של שלום שמתחיל מהשקעות כלכליות, מכבוד הדדי. אף אחד לא רוצה לגרש ולנשל את רעהו מאדמתו, אף אחד לא רוצה לפגוע ולעשות פיגועי טרור אחד לשני, זוהי הדרך, זו האלטרנטיבה שאנחנו מציעים כאן
לממשל האירופי ולממשל בארצות הברית וקודם כל לעצמנו. אלטרנטיבה לרשות הפלסטינית הטרוריסטית, אלטרנטיבה של דו-קיום אמיתי ושל שלום כלכלי בין אדם לאדם ולא בין נייר לנייר ופוליטיקאי לפוליטיקאי. אני, לפני שאני מסיים, רוצה לומר נקודה פשוטה, חשוב לדעת את זה. ואני מרשה לעצמי לומר את זה בצורה ברורה, כי צריך לדעת והשקיפות היא הערך החשוב ביותר. ללא ידיעתכם, כאנשים, כמנהיגות, כמנהיגים בצרפת, כספי המיסים שלכם הולכים שנה אחר שנה למימון ישיר לטרור, לאנשים שמבצעים פיגועי טרור, ואני מתכוון לכך שב-2016 הרשות הפלסטינית קיבלה מממשלת צרפת 30 מיליון דולר, וכל שנה 300 מיליון דולר מכספי הרשות הפלסטינית הולכות בצורה רשמית למשכורות עתק למחבלים שרצחו יהודים. המחבלים שרצחו את בני הזוג נעמה ואיתם הנקין, זיכרונם לברכה, שסיפרתי עליכם מקודם, מקבלים, אחרי שהם נתפסו ויושבים בכלא הישראלי, מקבלים כל חודש מהרשות הפלסטינית 12,000 שקלים, כשמורה ברשות הפלסטינית מקבל 1,900 שקלים, כלומר כמעט פי 7 שכר מקבל מחבל שרצח יהודי. כלומר, המקצוע המשתלם ברשות הפלסטינית הוא לא להיות הייטקיסט, הוא לא להיות מורה, הוא להיות מחבל שרצח יהודים. ואני חושב שאנחנו צריכים לדרוש, גם אתם כמנהיגים בצרפת וגם אנחנו בישראל, לדרוש שקיפות, ועד שאין שקיפות, ועד שמוודאים שהכסף הזה לא הולך למשכורות עתק למחבלים, להפסיק את המימון הזה, להפסיק לממן את גלגלי הטרור. ואני מסיים בשבח. אנחנו עדים בימים הללו למהלך חשוב מאוד, מוביל אותו חבר הפרלמנט סילבן מאייר, וכמובן ישבנו גם היום עם חבר הפרלמנט מאיר חביב, וכמובן חבר הפרלמנט גועז גן ורבים נוספים. הצהרה ברורה בפרלמנט, האומרת אמירה ברורה, ה-BDS, האנטי ציונות, היא האנטישמיות החדשה. ואני קורא לכם, חברינו היקרים בפרלמנט הצרפתי, אני קורא לכם, המנהיגים הצרפתיים, המנהיגות הצרפתיות, לוודא שההצעה הזו עולה, ולאמץ אותה קודם כל כי זה נכון, זה מוסרי וזו האמת. ודבר שני, כי אם אנחנו באמת רוצים להגיע לשלום, לדו-קיום, אנחנו צריכים להוציא מחוץ לתחום את האנטי-ישראליות, את האנטי-ציונות, את האנטי-שלום אמיתי, את אותה אנטישמיות שמתחפשת למשהו אחר. תודה רבה לכם שבאתם, תודה רבה לאלנט על הארגון של האירוע. אנחנו מאוד מכבדים אתכם, מודים לכם, ואני מקווה שמכאן נוכל לצאת לדרך חדשה, דרך שהיא אנטיתזה לרשות הפלסטינית, אנטיתזה לטרור, והיא דרך של שלום אמיתי. אם השייח תמימי ואני מסוגלים לבוא ולהציג ביחד חזון, אתם צריכים לחזק ולאמץ את זה. תודה רבה. Merci aussi. Désolé pour ceux qui n'avaient pas de casque et qui n'ont pas compris en hébreu. Nous ne savions pas que M. Dagan parlerait en hébreu. Mais ce n'est pas grave parce que maintenant on va passer la parole à M. Tamimi qui va parler en arabe. Donc je pense que tout le monde comprendra. Non, c'est une blague évidemment. On est heureux d'accueillir Sylvain Maillard, le député de Paris qui vient de nous rejoindre. Il est avec nous et il interviendra donc tout à l'heure pour réagir à tous ces propos qui auront été tenus par la délégation israélienne. Je salue dans la salle Claude Barouche, le président, et Edouard Amiach, les deux présidents de l'UPJF, Raymond Budan également, l'ancien président du KKL qui est avec nous, et je vois que Jean-David Benichou, que je vous ai annoncé tout à l'heure, nous a également rejoint, qui est un membre du bureau d'Elnet. Il y a beaucoup de personnes qui sont présentes avec nous dans cette délégation, et notamment pour faire le lien avec ce que vient de nous dire Yossi Dagan. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ici ce soir, et elle interviendra tout à l'heure en clôture de la soirée, Yael Shevar, qui est malheureusement la veuve de Raziel Shevar, qui a été assassinée sur les routes de la Samarie, et qui viendra tout à l'heure nous livrer son témoignage, parce que comme l'a dit à l'instant Yossi Dagan, tout ce qui touche à la haine d'Israël, qui passe par le boycott, les campagnes de dénigrement, de délégitimation, eh bien tout cela se traduit aussi par, malheureusement, des situations extrêmement tragiques, d'assassinats et de morts de citoyens, de civils, d'hommes, de femmes et d'enfants israéliens. Et évidemment, cette haine-là nous touche de près, et il faut qu'à un moment ou à un autre de cette soirée, on prenne la mesure de ce que cela représente pour les Israéliens, mais également pour
toutes les sociétés partout dans le monde, parce que nous sommes confrontés finalement au même problème. Avec nous, donc, nous l'avons annoncé tout à l'heure, le cheikh Abou Khalil Al-Tamimi qui va parler en anglais, rassurez-vous, et il sera donc traduit, il ne sera pas traduit, ici il sera traduit en français sur vos casques pour ceux qui le souhaitent. Et vraiment c'est un plaisir et un honneur d'avoir avec nous aujourd'hui quelqu'un qui incarne cette société arabe, musulmane, palestinienne, qui veut vraiment la paix et qui comprend que cette paix, elle passe d'abord par la coexistence pacifique, par la coopération avec les Israéliens, qu'ils vivent à l'intérieur des lignes de 67 ou dans ce que l'on appelle les territoires occupés, dans les implantations. Et le seul endroit au monde où juifs et arabes vivent en paix, aussi paradoxal et bizarre que cela puisse paraître, eh bien, c'est dans ce petit coin de terre, disputé, mais finalement partagé par des juifs et par des arabes qui coopèrent, qui vivent la même expérience et qui donnent l'image de ce que sera la paix entre juifs et arabes au Moyen-Orient. Très heureux de céder la parole au cheikh Abou Khalil Al-Tamimi. Thank you very much for your speech. Thank you, Elnet organization. And also I would thank all of the guests whom are now listening for us. It's really a great opportunity to talk to the French society. France is a major country which plays a role in solving the Arab-Israeli conflict in the Holy Land. Let me explain first. We think that this problem is originally a religious problem, much more than a political problem. But we want to explain that the three religions, Judaism and Christianity and Islam, are the same, has the same origin. We have a shared belief. We all believe in God. We all believe in goodwill, in ethics, in humanity. Anybody who will be against humanity, against ethics, he is a non-religious. We see and we dealt with a lot of Jews people and a lot of Christians, leaders, religious leaders, and they really want peace. And they really want a better future for all of us. Now the three religions are more than 2/3 of the world. So there is no correct choice to make a spread of hatred, violence, or terrorism. We all lose if we choose this way. There are also a silent majority in the Islamic world. There are a major silent majority in the Islamic world who wants really peace, wants to build bridges between the Muslims and Jews and Christians. But for a big story, it was an issue of the Soviet Union. They supported a lot of Arab and Palestinian organizations who choose the violence against the United States, of course, against the European Union, which is the NATO now, and against the Israelis, because they are in alliance. But really, the Palestinian people paid a lot of suffering because of this universal word.
And after 70 years of suffering, we are really want to put an end for this conflict and for this suffering. We are now concentrating on the economic prosperity because we see that a political solution or an ultimate political solution is difficult maybe nowadays. But if we concentrate on the economic prosperity and concentrate on peace building and dialogue and understanding each other, so maybe we will have a good political deal in the future, and at least we will not lose a lot of people and another souls, another innocent souls. So we have all together cooperate on this important issue. We are really very sad when we heard about a terrorism attack in France or in Britain or in the United States or in any Israeli city also. This problem must be solved through negotiation and through dialogue. And now we have 3 agreements between big Arab countries and the State of Israel, Egypt and Jordan, and even the Palestinian Authority, the PLO. So this is the only way to solve our problems. And there are here also in France some clear examples for Muslim scholars, Muslim leaders, Muslim academics here in France, in Paris, who fight against terrorism all the time. Like Sheikh Hassan Shalgoumi, for example. Sheikh Mohammed Al-Azizi, for example. We don't know what will be the political deal finally, the political solution. Maybe it's 2 states in one homeland, maybe it's a 1 state, maybe it's a confederation with Jordan. But at least we want to stop the bloodshed and we want to stop the spreading of hatred. There are a lot of organizations in Europe and in other countries who are using the Palestinians. They don't work for a Palestinian interest, but they use the Palestinians because they have a problem with Israel, so they took the Palestinians as a bridge for their own agendas. We say to these people, if you want to help the Palestinians, you can give your fund to make a better life for the Palestinians, to make an infrastructure, to make a lot of projects in the Palestinian territories. It's better than spending big funds upon spreading hatred between the people. Now we are living together, you know. Now there are Arabs inside Israel. There are Arabs and Jews in the West Bank. We are together everywhere. So even there's no, it's mentally not accepted to make any war because we are living together. If a missile, a ballistic missile, for example, now came to the Holy Land, it will kill both people, from the Jews and Muslims and Christians also. We are all live together. So also there are alternatives all the time. And I hope that can you help us in concentrating on some alternative that will be benefitable to both of us and
for the future of both of us. And thank you very much. And we are welcoming you to come and visit us and see the situation and the reality on the ground and to cooperate. The cooperation is an interest for all of us, the Europeans, the Palestinians, the Israelis, and all over the world. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup, cher Al-Tamimi. Et il y a aussi dans la salle qui fait partie de la délégation Benjamin Mimoun, qui est un entrepreneur. C'est un jeune dont la famille a immigré en Israël il y a très longtemps. Il dira quelques mots tout à l'heure de son entreprise. Il emploie des juifs et des arabes. Ils ont tous les mêmes droits, ils ont tous les mêmes salaires. Et c'est l'exemple même de ce dont les Palestiniens finalement ont besoin. Ils n'ont pas besoin de boycott, ils n'ont pas besoin de désinvestissement, ils n'ont pas besoin de sanctions contre Israël, mais ils ont besoin de plus de coopération, de plus d'investissement et de plus d'encouragement. CIE, sauf erreur de ma part, c'est l'abréviation de compagnie. Ils ont besoin de faire du business. Et c'est ça qui les rendra heureux, et pas cette propagation de haine qui finalement ne fait que les enfoncer dans la situation qui est la leur. Alors, on a écouté deux acteurs politiques importants, un Israélien juif, un Arabe musulman. Ils coopèrent ensemble à développer ce travail de vraie chambre de commerce entre les Palestiniens et les Israéliens. Mais nous avons aussi avec nous un véritable expert, un scientifique, on va dire, un académique qui étudie la problématique qui aujourd'hui s'incarne en Israël et qui développe l'idée selon laquelle, que nous connaissons bien finalement, que ce qui touche Israël nous concerne tous, pour des raisons qu'il vous expliquera mieux que je ne pourrais le faire. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je cède immédiatement la parole à Ben-Dror Yemini, journaliste, historien, politologue, philosophe, impérator. Non, je rigole. Allez, Ben-Dror Yemini à la tribune avec une présentation qui, j'en suis persuadé, va vous permettre de mieux comprendre les sujets que nous abordons ce soir. Et ensuite, nous passerons au débat avec l'intervention des parlementaires qui sont avec nous, et puis avec vous-même pour prendre la parole. Et il y aura aussi des interventions dans la salle de personnalités bien précises. Pascal Markovitch, qui est l'avocat de référence sur toutes les questions du BDS, et d'autres personnes également qui sont dans la salle et qui prendront la parole, j'en suis persuadé. Ben-Dror, you have the floor. Good evening. Thank you for inviting us. Thank you, Parliament members, for coming, and Elnet and the heads of Elnet that I see here. Thank you so much, and the Deputy Ambassador, Mr. Atali. Let me tell you something. I'm coming from Israel. Israel is a democracy, and in a democracy we have a lot of opinions. And let me tell you something, a secret. Here, among us, we disagree about a lot of issues. I have my political views. They have their own political views. It's fair enough. It's fair enough. This is democracy. But in one thing, we have a common ground. We are all against lies. We are all against hatred. So we are in the same coalition. But it's not that we are in the same coalition. This coalition should include a lot of other countries. France, Sweden, the United States, Britain. Every human, decent person who is in favor of peace, of human values, should be in the same coalition with us. But practically, this is not the case. For myself, I have to admit that for many years I was a peace activist. And I'm still supporting peace, any kind of solution. And you can see on the picture, many years ago, when I was much younger, I met Yasser Arafat. I went all the way in order to understand, in order to promote peace. And I keep on meeting them. Lately, I met Saeb Erekat, who is the chief negotiator of the Palestinians. I'm not against anybody. I want to hear. But the main problem is that we are facing a huge industry of lies.
And if you will ask me what is the main obstacle to peace right now, this is the main obstacle. People are lying about Israel. They do not promote peace. They promote hatred. And in order to present the so many lies, I asked for 7 hours to talk to you, which I did not receive. I have only 10 minutes left. And I'll do my best only in order to show you some examples of what I'm talking about when I'm talking about lies, when I'm talking about something that should unite us all as human beings, Arabs and Muslims and Christians, French and Israelis. We have to be against lies. That's why we have to be against this propaganda of the BDS. It's not criticism. Criticism is legitimate. To criticize the Israeli policy, it is legitimate. Lies are not legitimate. And I want to show you, I mean, when we are talking about the whole campaign against Israel, we are speaking about a lot of organizations, NGOs, but they have the same goal. The same goal. And the same goal is actually from the river to the sea, Palestine will be free, which means the destruction of Israel. Many times they cover it with the human rights language. And when you check what they are saying, the leaders of the BDS, they are saying publicly, openly, the main goal is the destruction of Israel, not peace. Not two-state solutions that some of you can accept, some of you will not. It's not the point. The point is that they are striving for the destruction of one state on earth. But in order to achieve this goal, they are using demonization. They are using lies. Just the way Jews were demonized 70, 80, 90 years ago, Israel is demonized now. The same way. Just a small example of what the BDS is saying. Ooh, you see, this apartheid state, that's what they give to a Jewish student, more than $1,000, and to an Arab student, they give only less than 200. It's a blatant lie. When you check the facts, you will find that actually they all receive the same budget. But that's what they disseminate in the American universities and probably also here, in their propaganda, in order to show that Israel is a pariah state. Or the media. The media is reporting about a Gaza village that was flooded, that Israel opened dam gates. A lot of media channels reported it. There is only one problem. There is not any dam in Israel. But they are lying. Or a professor from an Ivy League university, which means the most prestigious universities in the United States. He published an article about truths, facts, and facts on the ground. Wow. A leading professor in the United States, Columbia University. And you are expecting to hear the truth about Israel. And then what he published is that Tel Aviv is the only Western city that does not have any Arab or Muslim inhabitants. It's good for those who have no idea what Israel is, because I live in Tel Aviv. Many Muslims live in Tel Aviv. My doctor is a Muslim. This is Israel. But he is lying to his students in Ivy League University. And it's going on. He also told them, he is a BDS, of course, activist, that Netanyahu called in the UN to expel the 1.6 million Palestinians who are Israeli citizens. I went to what Netanyahu said in the UN about the Israeli Arabs. And the only one sentence that he said was
the Jewish state of Israel will always protect the rights of the Israeli Arabs. What a lie. He knows that nobody is going to check. I did. And it's going on and on and on and on and on. The Jewish state is arrested. That's his conclusion. I mean, you have to lie in order to get to the conclusion that Israel has no right to exist, which he's saying openly and publicly. That's how it's working. Lies, demonization, and then Israel has no right to exist. The same way, the same patterns that it was many years ago against Jews. And it's going on and on. I'm not going to show you everything, just another professor. Again, the lies are coming from the two main bodies of information, namely media and academia. Another professor, a leading professor, he was the president of MESA. MESA is Middle East Studies Association. Wow. The leader, the chairman, the president of the organization of all the scholars. And he wrote that according to the 9/11 Commission report, Al-Qaeda conceived the attack, the terror attack, the big terror attack in New York and Washington as response to the Israeli attack on Jenin. Wow. Let me tell you something. It's very interesting because this is a professor. And if you go to the official report of the Congress, you will not find the word Jenin. He invented something that was never written. And why it was an invention? I'll tell you why. Because the Jenin battle was in the year after the terror attack in New York. Can you believe it? But he knows something that should be known now. If you are lying against Israel, it is legitimate in some elites, in the universities. You can lie. Nobody is going to touch you. Blatant lies. I can go on and on and on and on, but because of, for example, Jeremy Corbyn, I guess you all know him. It's from the last week. It's from 10 days ago. He is saying, resist, return. Return, which means the right of return. To those of you who don't understand the language. Right of return to who? To the Palestinians. Now, let me tell you something about the right of return. When Palestinians speak, or Arabs, or extreme left-wing activists, when they speak about return, they say, we mean the destruction of Israel. And then say it, we don't have time to pass through all of it. This is a winning card for the destruction of Israel, if we will go only to the last one, because my time is short. And the whole story of return is because of the Nakba. I guess you all know what is a Nakba. What happened in 48 when Arabs fled. Some of them even were forced out. Yes, it happened. And in order to understand the story of Nakba, the Nakba happened, by the way. To speak about the Nakba is not a lie. It's not a lie. To say that people were forced out during the war, it's not a lie. The lie is the manipulation that is coming after. When I speak about the manipulation, what I'm speaking about is that I skip and skip and skip because we don't have time. The manipulation is that when we are speaking about the first half of the previous century, we are speaking about a huge wave of population exchange. Every war was resulted actually in population exchange. Actually, in that time, so many millions experienced the terrible leaving a homeland and so on and so on. In that time, just to understand the norms of the time, this person, Fridtjof Nansen, for example, he received a Nobel Prize for Peace because he
initiated and conducted the population exchange between Turkey and Greece. The highest international court of that time recommended upon that this is the best way in order to achieve peace. It's not something that they tell their students. And we can keep on and on. Even Arab leaders in that time recommended upon a population exchange between Arab and Jews. And my friend Aryeh is standing next to me in order to tell me, "Woo, your time is over." So I will, as I told you, it's only 2 or 3% of what I wanted to tell you. I have to finish. I will finish just in order, I want to mention just one thing, which is highly important. It's one more example. Churchill, at the end of the Second World War, speaking about population exchange, which will be the best way in order to achieve peace between nations. But the most important thing is to remember that more Jews were forced out from Arab countries. I'm not speaking about the Jews from Europe. I'm speaking about Jews from Arab countries. The Jewish Nakba. The Jewish Nakba, which is totally forgotten. A lot of pogroms, persecutions against Jews. They were forced out. They became refugees when they became to Israel. Altogether, we are speaking about more than 700,000 of Arabs and more than 850,000 Jews who became refugees because of the same problem. But nobody is talking about them. Nobody is talking about the Jewish Nakba. It's not politically correct. I have to finish. I'm sorry. But let me tell you just one more sentence. My research, my struggle against the industry of lies, my book is going to be published also in French, I hope not in a long time, is a struggle for peace, is a struggle for human values. Lies are counterproductive for the Palestinians. I'm pro-Palestinian. I want them to enjoy. I want them to have rights. The industry of lies is the biggest obstacle to Muslims and to Jews, to Israelis and to Arabs. That's why I'm so glad that the Assembly General is going to adopt, and I hope it will adopt, the working definition of anti-Semitism. It will be a very important stage in the struggle against anti-Zionism, anti-Semitism, which is the same. Thank you so much for listening. Merci. Merci beaucoup, Ben Dror Yemini. Un ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis a eu cette formule que nous avons gardée pour en faire en quelque sorte le motto d'Elnet. Il a dit, ça ne suffit pas de gagner les batailles, les guerres sur le champ de bataille. Ça ne suffit pas d'avoir une économie solide en parlant d'Israël. Ça ne suffit pas, non. Il faut se battre contre cette menace existentielle que constitue le mensonge et la délégitimation d'Israël. Il est temps de gagner, to win the battle of truth, la bataille pour la vérité. Et c'est ce à quoi, avec notre action dans le domaine de la diplomatie publique, nous nous attachons avec Elnet. Et dans cette bataille pour la vérité, mes chers amis, ce ne sont pas les Israéliens qui sont en première ligne. C'est nous, les Juifs de diaspora, les amis d'Israël, que l'on soit juif ou pas d'ailleurs, ce sont tous ceux qui pensent qu'il y a un avenir pour l'humanité à partir du moment où on construit sa vie dans la justice, dans la vérité, pour pouvoir parachever la paix et la fraternité entre tous les hommes. Cette bataille, c'est la bataille à laquelle nous vous invitons à participer. Chacun de vous peut être un acteur décisif de cette Battle of Truth, de ce combat pour la vérité. Je vais à présent passer la parole très brièvement, mais pour un témoignage poignant et saisissant, à Yael Shevar, qui est l'épouse de Raziel Shevar, qui a perdu la vie dans un attentat terroriste qui a été perpétré sur les routes du Shomron, de la Samarie. Et
je pense que son témoignage vient illustrer que derrière les mensonges, derrière les incitations à la haine, il y a aussi le meurtre, il y a aussi la violence, il y a aussi la tragédie que malheureusement vivent un trop grand nombre de civils en Israël, mais de manière générale, de par le monde. Le témoignage de Yael Shevar. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les députés, très chers amis, je voudrais tout d'abord vous remercier de me permettre de partager mon histoire personnelle avec vous. Je m'appelle Yael. Je suis née à Paris, il y a 33 ans. Et lorsque j'étais âgée à 8 ans, mes parents ont décidé d'aller vivre en Israël. C'est en Israël que j'ai connu Raziel, mon mari. Nous nous sommes mariés il y a 12 ans et nous avons eu 6 enfants depuis. Une jolie famille heureuse et sans histoire, comme beaucoup d'autres. Il y a 1 an et demi, mon mari a été assassiné alors qu'il rentrait à la maison. Lors du procès de l'un des terroristes, ce dernier a expliqué au juge qu'il a pris pour cible mon mari en raison de son apparence juive. Nous vivons une vie normale, comme certainement celle que vous vivez vous-même avec vos familles. On aime se promener, jouer, être en famille et partir en vacances. Mes enfants aiment la mer, la piscine, les amis. Ils se disputent gaiement, comme c'est le cas de nombreuses autres familles dans le monde entier. Seulement, nous habitons en région qui appartenait sans aucun doute historique à nos ancêtres. Nous sommes revenus chez nous après 2000 ans, entre autres en Samarie. Cependant, nous sommes sous la menace constante du terrorisme et du BDS. L'Europe pense que nous n'avons pas notre place dans nos maisons. D'un autre côté, le terrorisme islamique, qui a déjà plusieurs fois frappé l'Europe, essaie de nous atteindre. Cette rencontre ce soir représente tout d'abord une volonté de vie commune entre des personnes différentes, mais qui sont prêtes à vivre ensemble dans la paix et l'entente. Nous sommes des gens simples qui veulent vivre dans le calme. Mais pour cela, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un assassin est un assassin. Le terrorisme reste du terrorisme. On ne peut en aucun cas avoir de la sympathie pour le terrorisme ou pour ceux qui le soutiennent. L'autorité palestinienne considère les terroristes comme des héros. Elle leur distribue même un salaire pour leurs actes, un salaire pour tuer. En 2004, l'autorité palestinienne a institué une loi disant qu'un terroriste qui a attaqué des civils juifs, des civils israéliens, ont droit à un soutien financier en prison. Et si ce dernier n'est pas en vie, c'est sa famille qui reçoit cette pension. Ce soutien financier est estimé en 2016 à 300 millions de dollars, comme vous a dit tout à l'heure Yossi Dagan. La famille Fogel, également d'origine française et tristement célèbre, a été massacrée il y a 8 ans. Les parents et 3 de leurs enfants, dont un bébé qui a moins de 6 mois, ont été sauvagement assassinés à sang-froid par des dizaines de coups de couteau. Les parents ne sont malheureusement pas là pour rappeler cette sauvagerie. Je me permets de parler à leur place. Cet ignoble boucher a lui aussi été payé par l'autorité palestinienne lorsqu'il a été arrêté. La famille de l'assassin de mon mari a également été payée pour le meurtre qu'il a commis. Mon message ce soir est simple. Recherchez la vérité. De nombreux pays européens, ainsi que la France, aident financièrement l'autorité palestinienne. Vérifiez où va l'argent. Exigez qu'il n'aille pas à des assassins. Au-delà de la morale, cela les encourage à continuer. Et lorsque l'on accusera encore Israël de déduire les montants de salaire versés au terrorisme des budgets destinés à l'autorité palestinienne, souvenez-vous de moi, de mes enfants, souvenez-vous de la famille Fogel, souvenez-vous de mon mari. Merci de m'avoir écouté.
Merci Yael pour ce témoignage bouleversant, tellement réel. Et aujourd'hui, ce ne sont plus simplement les Israéliens qui vivent ces tragédies, mais ce sont finalement presque tous ceux qui vivent dans ce monde. Personne n'est épargné, personne n'est à l'abri. Et c'est vrai de rappeler que toute complaisance doit être considérée comme de la lâcheté, car elle entretient l'irrédentisme, nourrit la haine et permet aux terroristes de penser que ce qu'ils font est non seulement légitime, mais justifié, puisque la communauté internationale, malheureusement, quand ce sont des juifs qui sont assassinés, ne trouve pas grand-chose à redire, parce que vous comprenez, eh bien, ces gens ont certainement des raisons. Voilà, c'est inacceptable, et c'est pourquoi nous nous battons ici, et je suis très heureux à présent de saluer tous les parlementaires qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a ceux qui sont sur la tribune, que j'ai déjà présentés, mais il y a également le sénateur Hervé Maurey qui nous a rejoints. Il y a également députée Agnès Firmin-Lebaudot qui est avec nous, qui est aussi une grande amie d'Israël. Et puis, alors, on va passer dans cette deuxième partie de soirée l'intervention des parlementaires qui vont réagir à ce qu'ils ont entendu, et vous-même qui pourrez interagir si vous le souhaitez. D'ailleurs, je le dis tout de suite, s'il y a des gens qui veulent intervenir ou qui veulent prendre la parole, dire quelques mots ou poser une question, qu'ils me fassent un petit signe de la main, et je m'approcherai d'eux avec un micro. Évidemment, on va faire en sorte que toutes les interventions soient les plus courtes possibles. Mais avant de passer immédiatement la parole à une des plus grandes voix, des plus belles voix finalement de la politique française, c'est Claude Goasguen, le député de Paris, celui qui n'a pas entendu Claude Goasguen dans l'hémicycle n'a jamais entendu un grand discours politique. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Et saluer la présence dans la salle de Christian Gravel, qui est un préfet qui travaille maintenant à la DILCRA. Et il a été pendant un temps le conseiller à l'Élysée, mais surtout ce que je retiens, c'est que Christian Gravel a été un des très proches conseillers et collaborateurs et amis d'une autre très grande voix pro-israélienne au Parlement, Manuel Valls, à qui, au travers de ta personne et de ta présence, je veux rendre hommage ce soir. Bien, monsieur Goasguen, comme à l'Assemblée nationale, pour 3 minutes, c'est à vous. Écoutez, Arié, je finirai chanteur d'opéra. Écoutez, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que je ne connaissais pas, je voudrais vous dire vraiment que vous avez vous êtes à la tête d'une association formidable, qui fait un travail immense depuis des années, ainsi que Madame la directrice qui est à côté. Et je voudrais vous dire merci, car les initiatives que vous avez prises, l'écoute que vous avez rencontrée au sein du Parlement, et d'autres parlements d'ailleurs en Europe, montre que rien n'est perdu. Rien n'est perdu, même dans un combat difficile. Et simplement, en quelques mots, je voudrais vous dire que, je ne vais pas parler d'Israël, je me sens profondément attaché à Israël. Profondément. Quelquefois plus qu'à la France d'ailleurs. Ce qui énerve beaucoup de mes collègues à l'Assemblée nationale, mais qui, moi, me remplit de fierté. Je suis très fier, comme Français, de combattre depuis de longues années contre l'antisémitisme et pour Israël. J'en suis fier. J'en suis fier. Vous savez, des hommes politiques qui ont un peu d'expérience, quand ils réfléchissent sur le passé, se disent « Qu'est-ce que j'ai fait de bien ?» Eh bien, je crois que ça, je l'ai bien fait et que je continuerai à le faire. J'ai des souvenirs extraordinaires et des souvenirs qui, je l'espère, auront contribué très largement à promouvoir cette idée qui devrait dominer toutes les démocraties, que Israël est un grand pays et qu'être un antisémite, comme disait Badinter, j'emploie un mot moins fort que le sien, un antisémite est un imbécile. Et je dirais que Jean-Paul Sartre le disait en termes encore plus vigoureux, un antisémite est un salaud. Je voudrais vraiment dire toute la reconnaissance que j'ai à votre association de nous avoir soutenus en permanence. Mais vous dire que le combat n'est pas terminé et qu'il faudra du temps. Les choses avancent, nous avons réussi, non sans mal,
Je voudrais remercier Meyer et notre ami Maillard, et Pupponi, qui n'est pas là, mais qui a beaucoup contribué aussi. Nous avons réussi, malheureusement, dans un moment dramatique, à imposer cette idée que notre législation n'était pas suffisante, que nous étions en retard. D'autres raisons l'expliquent, j'en parlerai peut-être plus tard. Et donc, sur un discours exceptionnel d'ailleurs, lors du dîner du CRIF du président de la République, après un incident dramatique que vous avez tous vu et sur lequel je préfère ne pas revenir, nous avons eu le sentiment qu'il fallait faire quelque chose de grand, de fort. Alors, une proposition de loi est actuellement en gestation. Je crois qu'elle sera très bonne dans la mesure où elle permettra de mettre fin à ces abus sur les réseaux sociaux, de cette haine d'Israël et de l'antisémitisme. Mais peut-être demain, si tout va bien, parce que les moments parlementaires sont un peu compliqués à organiser, demain nous allons voter une résolution. Des résolutions, il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est une innovation de la Constitution française. Cette résolution, j'espère en tout cas, qu'elle sera marquante. Elle sera marquante même que, si je suis un peu professeur à la faculté de droit et juriste, je doute de son efficacité à terme, mais il faut absolument que ce moment que nous allons consacrer à la lutte contre l'antisémitisme et le nouvel antisémitisme soit ressenti avec force. Je voterai. Pourtant, les critiques que j'ai émises à l'égard de cette résolution sont nombreuses, je la voterai. Je la voterai parce qu'il faut que ça soit un moment important. Il faut que la presse le reprenne, il faut que on sache que la France a repris le texte du Parlement européen qui a été très clair. J'aurais préféré qu'on aille un peu plus loin, mais c'est vrai que non pas l'antisémitisme, mais la réserve d'un certain nombre de parlementaires, cette espèce de côté timoré, que les élections expliquent souvent, d'ailleurs, entre parenthèses, je n'insiste pas, vous avez tous compris, eh bien, explique que ce texte, qu'il faudra considérer comme important, aurait pu être plus important. J'en ai critiqué devant Maillard les éléments, je le referai demain, mais je voudrais vous dire qu'il faut que vous soyez conscients que ce texte n'est que le commencement d'une lutte que nous devons poursuivre. Et il faudra la poursuivre, ça c'est le juriste vous parle, j'espère ne pas vous ennuyer avec mes considérations juridiques, mais nous sommes très en retard sur le plan du droit pour combattre l'antisémitisme, y compris dans sa nouvelle acception de sa destruction de l'État d'Israël. Car ce qui est important quand même, ce qui caractérise Israël, c'est qu'une bonne partie du monde veut sa disparition, carrément. Voilà un pays qui existe légalement, internationalement depuis 1948, et vous avez des milliers de personnes, des États tout entiers qui disent « Israël doit disparaître ». Cherchez. Israël est le seul État qui aujourd'hui a ce diminutif d'être attaché pour un certain nombre d'États dits responsables de cette idée qu'il faut faire disparaître Israël de la carte. Une fois, j'étais avec l'ambassadeur d'Iran à la Commission des Affaires étrangères, tu étais peut-être là, je vous assure que c'est un drôle de loulou, l'ambassadeur d'Iran. Et je lui ai dit au bout d'un moment quand même qu'il commençait à m'agacer avec Israël, puisque au fond, puisqu'il employait le terme de la destruction d'Israël, je lui ai demandé s'il envisageait aussi la destruction de l'Iran. Tout le monde s'est mis à rire, parce que ça paraissait absurde. Mais imaginez l'absurdité de la disparition d'un État. Eh bien voilà, vous avez des gens très intelligents qui vous disent qu'Israël doit disparaître. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est le nouvel antisémitisme. C'est l'antisémitisme caché, sournois, dégueulasse, qui consiste à dire « c'est pas les Juifs qu'on attaque, non, c'est là où ils habitent. » Ah, si on enlevait là où ils habitent, alors on pourrait évidemment parler des Juifs. C'est pour ça que l'expression qui est employée dans la motion est peut-être pas assez significative, mais vous inquiétez pas, comme je suis un grand chanteur, je l'expliquerai. Et puis je voudrais dire qu'un jour aussi, il va falloir réformer notre droit, quoi. Alors on en parlera peut-être tout à l'heure, notre droit est très en retard. Même les Anglais, qui ne sont pas tous des philosémites, c'est le moins qu'on puisse dire quand on en voit certains, ont une conception du droit qui permet plus facilement d'inculper.
sur une atteinte antisémite. Nous n'y arriverons pas parce que nous avons une conception issue de la Révolution française qui fait qu'un délit ou un crime est toujours le même, quel qu'on soit. Il va falloir quand même, un jour ou l'autre, qu'on pense à le rectifier, quitte à donner des coups de canif au droit pénal français. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis fier du passé, je suis fier du présent, et je suis déterminé, tant que je suis élu de cette République, à vraiment passer toute mon énergie à rattraper ce moment épouvantable pour l'histoire de France, qu'a été notre comportement passé. Et je voudrais éviter, pour l'avenir, que ce comportement qui nous salit, eh bien que ce comportement, plus jamais, même dans les propos, on puisse envisager un seul instant d'y penser. Merci en tout cas, et je suis là. Merci. Merci Claude. Deuxième parlementaire qui va prendre la parole, c'est aussi une grande voix de la défense d'Israël au Parlement. D'une certaine manière, Israël, c'est un peu son sujet, on va dire, compte tenu du fait qu'il représente les Français d'Israël. C'est la bête noire des antisémites, antisionistes, BDSiques dans les réseaux sociaux. C'est Meir Habib, notre ami de toujours, que je salue évidemment, et à qui je cède la parole. Merci Arié. Mes chers amis, mes chers collègues, mon cher ami Hervé, monsieur le sénateur, messieurs les députés, mon cher j'ai été très attentif à vos propos. Il y avait des paroles très fortes qui ne m'ont pas échappé. Monsieur le Dagan, madame, vous nous avez bouleversés. Mon cher Sylvain, monsieur Dror Yemeni, mes chers amis d'Elnet. On n'a pas beaucoup de temps. L'antisémitisme n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait hélas des milliers d'années qu'il existe. Il suffit de voir, par exemple, il y a quelques mois, 2 mois, on a fêté la fête de Pourim, l'histoire d'Esther, et quand on voit, rien n'a changé à travers les siècles. Les bûchers de l'Inquisition, les pogroms, la tragédie terrifiante de la Shoah, 6 millions de morts. Et nous, aujourd'hui en France, en 2019, nous avons eu 12 juifs morts, assassinés parce que juifs en France, chez nous, dans notre pays, ces dernières années. Alors qu'est-ce qui a changé? La seule chose qui a changé, je vais vous le dire rapidement, c'est aujourd'hui qu'il existe l'État d'Israël qui est le certificat d'assurance vie du peuple juif. C'est ça qui a changé. Pendant des années, on s'est habitué à voir des juifs mourir, partir à l'abattoir. Qu'est-ce qu'a fait le monde pendant la guerre en 39-45? Rien. 6 millions de juifs ont été tués. Berlin a été fracassé de bombes. Est-ce qu'on a détruit l'infrastructure nazie qui allait vers les camps? Non. Non, c'est une réalité. Alors évidemment, l'État d'Israël n'a pas été créé à cause de la Shoah. Certains veulent dire c'est faux. Le sionisme existe depuis 2000 ans. C'est ce que chacun d'entre nous, lorsque vos parents, arrière-grands-parents sont mariés, ils ont cassé un verre. Ils ont dit l'an prochain à Jérusalem. Mais la réalité, c'est que s'il y avait eu l'État d'Israël, il n'y aurait jamais eu la Shoah. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, l'État d'Israël, après 67, est devenu un État fort. Et on s'était trop habitué à voir un petit peu des juifs en pyjama rayés. Depuis, ils sont en tenue de tzahal et ça dérange certains. Je ne suis pas simplement inquiet pour les Français juifs, je suis inquiet pour mon pays, pour la France. Parce que quand on a tué d'abord à Toulouse, j'avais dit en 2014 à la tribune de l'Assemblée nationale, j'espère tellement me tromper. Mais je crains pour mon pays, un pays qui tue des enfants à bout portant parce que juifs, ça m'inquiète, c'est une lumière rouge qui s'allume. On a tué des juifs, on a tué des policiers, on a tué des journalistes, on a égorgé un prêtre et on a tué des Français de façon massive dans notre pays. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas simplement inquiet pour les Français juifs. Ceux qui veulent peuvent aller en Israël. Je suis inquiet pour la France et mon pays. Pourquoi c'est tellement compliqué aujourd'hui de combattre? Et je salue, Sylvain, ta proposition, que j'aurais aimé qu'il soit une proposition de loi. C'est simplement une résolution. Alors le verre est à moitié vide ou à moitié plein, il faut le prendre. On aurait dû faire une loi. L'antisionisme et le nouvel antisémitisme, c'est ma conviction absolue. On a le droit évidemment de critiquer quelque gouvernement d'Israël qui soit. C'est pas ça la question. C'est cette obsession autour de l'État d'Israël. Il y a 1 heure de temps. Vous regarderez, c'était en direct et c'était sur le site de l'Assemblée nationale.
j'ai interrogé notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et je lui posais exactement ce dont parlait Yossi Dagan tout à l'heure. Comment notre pays a pu demander à Israël de débloquer 132 millions de dollars à l'autorité palestinienne qui vont à des familles terroristes qui ont assassiné le mari de madame? C'est pas possible. On est en train de lutter contre des gens qui nous ont tué 250 de nos compatriotes ces dernières années. La France, mon pays, demande à l'État d'Israël, imaginez-vous, et je lui ai dit, mais imaginez-vous qu'en France, on donne de l'argent tous les mois aux gens, aux terroristes du Bataclan ou de l'Hypercacher ou de Charlie. Mais c'est exactement ça. C'est délirant. Il faut se battre pour des choses qui sont triviales, normales. Même cette résolution, elle va peut-être passer en catimini à minuit. On ne sait pas comment elle va passer parce que un jour, la veille, j'ai interrogé, pourtant j'ai beaucoup de respect pour le ministre Nunez, secrétaire d'État, et je l'ai interrogé, il me disait oui, non, mais l'antisionisme n'est pas toujours l'antisémitisme. Heureusement que le président de la République, le lendemain au dîner du CRIF, a clarifié les choses, et il a dit, le nouvel antisémitisme, c'est l'antisionisme. Après, mes chers amis, parce qu'on va certainement débattre, il faut passer de la parole aux actes. On a du mal à le faire par rapport à Israël. Je ne suis pas inquiet pour Israël. Ce pays est au zénith actuellement. C'est devenu la 8e puissance du monde. Netanyahou, qui est un de mes amis les plus proches depuis une trentaine d'années, me racontait, il a été en Inde, 1,3 milliard d'habitants. Il y a passé 4 jours sans arrêt avec Modi, la Chine, le Brésil, les États-Unis, la Russie. Moi, je suis inquiet pour la France. On va avoir l'occasion d'en discuter. On a chacun une petite... Il y aurait tellement de choses à dire, mais croyez-moi, la morale, l'éthique et du côté de l'État d'Israël, Monsieur le Cheikh Tamidi l'a dit, c'est tellement important d'écouter de tels témoignages de Palestiniens qui vivent à Ramallah et qui disent aujourd'hui on peut vivre en paix. Ce conflit n'est pas une question de territoire, c'est une guerre de civilisation, il l'a dit tout à l'heure, c'est une guerre de religion qui nous touche aujourd'hui en France. On va certainement avoir l'occasion, mon cher Arié, d'en discuter au cours de la soirée. Je vous remercie. Merci Meir. Bon alors, le député Sylvain Maillard a été beaucoup interpellé. Il va pouvoir non seulement s'exprimer, mais également répondre à propos de la proposition et de la résolution dont il est le père. Et je ne sais pas ce qu'il va dire, mais lui non plus. Bon, mais je crois, pour être un militant engagé dans cette cause, je sais que ce texte, aussi imparfait et incomplet probablement soit-il, mais on le sait bien, aucune loi ne peut répondre à toutes les préoccupations qu'elle est censée représenter ou préoccupations qu'elle est censée régler. Mais je suis convaincu qu'entre nos mains, à nous tous, les citoyens, ce sera un outil redoutable pour faire courber l'échine à nos ennemis, pour les amener devant les tribunaux et les faire condamner. Je donnerai tout à l'heure très brièvement la parole à un avocat, puisqu'on a parlé de droit, qui se bat au quotidien pour faire condamner les boycotteurs d'Israël. Et j'espère bien qu'après cette loi, on fera non seulement condamner les boycotteurs, mais on fera aussi condamner ceux qui incitent, ceux qui appellent au boycott d'Israël, ou ceux qui insultent et accablent Israël, et qui donc propagent ces témoignages et ces paroles de haine à l'encontre d'Israël, et donc, on le sait bien, à l'encontre du peuple juif. Le grand plaisir d'avoir avec nous Sylvain Maillard et de lui céder la parole pour conclure ce round d'intervention des parlementaires. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là, monsieur le ministre plénipotentiaire, mes chers amis, messieurs les parlementaires, mes chers collègues, chers amis. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Nous sommes dans une vraie actualité à l'heure actuelle. C'est pour ça que je suis en retard et je m'en excuse, parce que nous débattons d'un autre texte sur notre organisation de l'Assemblée nationale, qui est un texte important. Mais nous souhaitons donner une résonance particulièrement forte à cette résolution. Claude, Meyer, on en parlait largement. L'idée, elle est assez simple. Comment combattre ce que l'on définit mal? Comment combattre ce que l'on définit mal? Et donc, notre travail dans le groupe d'études antisémitisme, qui est un des groupes d'études de l'Assemblée nationale que j'ai l'honneur de présider, a été de travailler sur les définitions et de reprendre au fond une définition simple, consensuelle en Europe, puisqu'elle a été votée par le Parlement européen en 2017, la reprendre mot à mot.
et on a eu des discussions avec Claude, avec Meyer et avec d'autres. Évidemment, ce n'est pas une définition juridique pure et parfaite en droit français. D'ailleurs, je ne suis pas avocat. Tu es avocat, Claude, mais moi, je ne le suis pas. Mais l'idée, c'est de donner les outils à nos enseignants, à nos juges, à nos policiers, pour définir concrètement ce qu'est l'antisémitisme au XXIe siècle. Pas au XIXe, pas au XXe, au XXIe siècle. Donc cette définition, qui j'espère sera votée demain, mais nous voulons un cadre solennel, et c'est pour ça que je suis encore en discussion au nom du groupe, pour que nous puissions donner une résonance plus importante et d'essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas votée au milieu de la nuit, mais qu'elle soit votée à une heure décente, que l'on puisse se saisir tous de cette définition, et c'est une des briques de ce que nous devons construire tous ensemble. Tu as parlé, Claude, aussi, de la proposition de loi de Laetitia Avia, qui est une bonne proposition de loi, qui est une proposition qui est la deuxième brique dont a parlé le président de la République lors du dîner du CRIF. De faire en sorte que, concrètement, on puisse répondre sur les réseaux sociaux, d'être beaucoup plus efficace pour lutter contre l'antisémitisme. Une deuxième brique que l'on va mettre dans notre arsenal dans les semaines qui viennent, et je suis, moi, très fier de participer à cela. Alors demain, nous aurons, en tout cas probablement demain, une discussion, et j'ai laissé, en tout cas la discussion était sur la créativité lors des discussions générales, c'est-à-dire la présentation du texte, et nous aurons des différences de vues très clairement assumées. Mais je tiens à vous dire vraiment, à travers vous, pour moi, je suis un jeune député. J'ai commencé il y a 2 ans. J'ai eu d'autres textes à apporter, mais c'est un texte qu'on a essayé de co-construire. C'est pas parfait, mais tous ensemble, au-delà de nos étiquettes politiques, et de mettre aussi parfois nos idées dans la poche en disant l'essentiel, c'est qu'on puisse voter cet article 1, c'est-à-dire la définition mot pour mot de ce qui a été voté au Parlement européen. On peut discuter du reste, nous en discutons du reste, mais votons unanimement, je dirais, le plus largement possible, votons cette résolution. Ce sera une brique qui sera mise au mur général de la lutte contre l'antisémitisme. Donc j'en suis très fier, on est encore dans le combat. Demain, il faudra être prêt. Demain, en tout cas, on attend cette nuit, on verra où on en est du texte à l'heure actuelle. Mais j'espère encore que nous pourrons le voter demain. Et si ce n'est pas demain, eh ben, je reprendrai mon bâton de pèlerin pour retrouver une date et de faire en sorte qu'elle soit votée le plus rapidement possible, parce que je crois que c'est notre mission de parlementaires d'aller jusqu'au bout. Voilà, puis je suis à votre disposition évidemment pour répondre aux questions. Merci. Alors, il nous reste à peu près 9 minutes pour respecter les horaires que nous vous avons donnés, et à partir de 21h, ceux qui le souhaiteront pourront nous quitter, mais ceux qui voudront rester encore quelques minutes de plus peut-être le pourront également. Donc je disais que nous avons avec nous Pascal Markovitch, qui est un avocat spécialiste des questions du BDS. Il en a fait plier quelques-uns, mais pas assez. Et donc il va nous dire en vraiment quelques mots le combat juridique, parce que c'est aussi devant les tribunaux que ça se passe, pas simplement à l'Assemblée nationale. Les parlementaires font leur travail, ils votent les lois. Derrière, il appartient aux citoyens d'être vigilants, d'exercer cette vigilance, de les faire respecter, et puis aux tribunaux de condamner ce que nous allons leur présenter. Et est-ce que ce texte-là, une question précise, est-ce que le texte qui va être voté va nous permettre d'être plus efficaces dans la lutte contre le BDS? Pascal Markovitch. Merci. Difficile question, surtout lorsqu'on est en face, oui je sais, en face des personnes qui sont à l'initiative de ce texte. Merci beaucoup, messieurs les députés. Effectivement, je travaille sur le problème du boycott depuis son origine, c'est-à-dire depuis juillet 2005. Et grâce aux lois françaises que nous avons, qui sont bonnes, elles ne sont pas néfastes, nous avons les seules lois dans le monde qui permettent de condamner des personnes qui font soit des appels au boycott, soit des actes de boycott. Nous sommes le seul pays dans le monde. Ça, il faut s'en féliciter. On aime bien, on est assez chauvin, cocorico, mais effectivement, c'est le cas. Donc c'est bien. Ce n'est peut-être pas assez, effectivement. Je regrette que ce ne soit qu'une résolution. Mais bon, c'est déjà un premier pas, et ensuite, nous irons, je pense, vers une loi, parce que lorsqu'on voit la définition de l'IHRA qui a été adoptée par le Parlement européen, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, nous l'adoptions dans notre corps législatif en France. Donc ça prendra peut-être un petit peu de temps, grâce aux énergies des politiques, grâce aux énergies de la société civile,
des avocats, des magistrats, dont je remercie d'ailleurs le travail de la DILCRA, qui est très important dans le cadre, et je remercie le préfet Dravel d'être ici. La DILCRA fait un travail admirable vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des magistrats. C'est quelque chose de fondamental et heureusement que ce service du Premier ministre est présent. Effectivement, quand on condamne les boycotteurs, qu'ils fassent des appels au boycott ou des actes de boycott eux-mêmes, on applique la loi pénale, les articles 225-1 et 2 du Code pénal et l'article 24, alinéa 7 de la loi sur la presse. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des différences. Alors, il y a des différences entre les discours et les actes. Depuis M. Valls, qui le premier a déclaré, lorsqu'il était Premier ministre, que l'antisionisme, c'est le nouvel antisémitisme, depuis lors, tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques déclarent qu'effectivement, l'antisionisme, c'est le nouvel antisémitisme. Mais nous devons passer aux actes et être dans l'efficacité, ce qu'on dit tachles en hébreu. L'efficacité, c'est quoi? C'est qu'il y ait des poursuites systématiques, c'est que les procureurs fassent leur travail et appliquent la loi. Et effectivement, se fondent également sur le projet qui va, j'espère, être adopté demain ou dans les prochains jours. C'est le travail des magistrats. Il faut que les magistrats soient beaucoup mieux formés et qu'ils puissent appliquer les lois de la République. Ça, c'est très important. Nous y travaillons avec plusieurs avocats et plusieurs magistrats et j'espère que le combat que nous menons sera encore plus efficace dans les jours qui viennent. On va te donner du travail. Oui, je ne suis pas au chômage, je crois. Deux toutes petites interventions. Haggai Huberman, qui est un reporter spécialiste justement de toutes ces questions de la Judée-Samarie. Haggai Huberman, pour 3 minutes chrono. תודה רבה. אחת הטענות של ה-BDS נגד ישראל אומרת שהיהודים אשמים, כי היהודים כבשו ארץ לא שלהם, הקימו קולוניות, הם קולוניאליסטים, אז יש טרור בגלל שהיהודים הם כובשים. אני רוצה בקצרה כמה נקודות היסטוריות קצרות על האמת ההיסטורית. בעוד שלושה חודשים, באוגוסט, ימלאו 90 שנה למה שנקרא פרעות 1929. באוגוסט 1929, ערבים מחברון התנפלו על השכנים היהודים שלהם, רצחו שם 50 יהודים, לא היה כיבוש, לא היה קולוניאליזם, יהודים חיו בחברון מאות שנים עם הערבים, בידידות גדולה, בשלווה, אבל בגלל הסתה שהייתה, הם רצחו שם 50 יהודים, והיהודים עזבו את חברון וההתיישבות היהודית בחברון פסקה. יום אחרי זה בעזה כמעט היה אותו דבר, אבל בעזה אף יהודי לא נרצח, כי ערבים מעזה הגנו על היהודים מפני ערבים מעזה שרצו לרצוח אותם. היהודים לא רצחו, אבל הם עזבו את עזה, ומאז גם יהודים בעזה חיו מאות שנים בשלווה, בשכנות עם הערבים, אבל אחרי האירוע הזה היהודים עזבו את עזה. ליד חברון היה יישוב יהודי קטן שנקרא מגדל עדר. ערבים מחברון רצו לעלות ולהרוג שם את היהודים. זה לא קרה כי ליד היישוב הזה היה כפר ערבי בשם בית עומר. ערבים מבית עומר הגנו על היהודים מפני הערבים מחברון שרצו לרצוח אותם. הם לא נפגעו, אבל גם הם עזבו מרוב פחד את היישוב. במקום שהיה מגדל עדר, אחרי כמה שנים הקימו 4 יישובים שנקראו גוש עציון. ההתיישבות הזאת ב-1948, מלחמת העצמאות של מדינת ישראל, הירדנים כבשו את השטח, מה שנקרא The West Bank, קדמה ערבית, וההתיישבות הזאת פסקה. עברו 19 שנה, 1967. שוב, במלחמת מגן, כשהעולם הערבי רצה להשמיד את ישראל, מדינת ישראל מתגוננת, את השטח הזה היא משחררת, מחזירה לידיה, והילדים מכפר עציון, אחד היישובים, שהיו ב-48 ילדים קטנים, ב-67 הם כבר בני 20 פלוס, מבקשים לחזור הביתה להקים את היישוב שבו הם נולדו. זה הבתים שלהם ומאשרים להם, וכך קם כפר עציון, ההתנחלות הראשונה. שנה אחרי זה חוזרים יהודים לחברון, מקימים גם יישוב יהודי בחברון, ומתחיל כל סיפור ההתנחלויות. בשנים הראשונות, חשוב לזכור את זה, היה יחסים טובים מאוד בין היהודים והערבים. המתנחלים לא באו לחיות במקום הערבים, הם באו לחיות איתם, הם באו לחיות לצידם, הם באו לחיות בשיתוף פעולה איתם, לא לגרש אותם. אני יכול לספר על מפעל בכפר עציון, מפעל שייצר מוצרים,
סוכני המכירות היו ערבים מחברון ומבית לחם. אבל זה התקלקל בעיקר כשהיה הסכם אוסלו קמה הרשות הפלסטינית והתחילה לאיים על מי ששתף פעולה, עלולים לרצוח אותו, ואז זה התקלקל. אני הבאתי את הדוגמאות האלה כדי לציין, עוד דבר, חלק מההתנחלויות, תראו את השמות שלהם, משמרים שמות של יישובים יהודיים מהתנ"ך ומההיסטוריה היהודית. אלון מורה, שילה, בית אל, עופרה, תקוע, סוסיה, ביתר, אלה יישובים היום עם שמות של יישובים יהודיים מהעבר. הבאתי את כל זה לציין שתי נקודות. הראשונה, שבאמת יש פה הצדק ההיסטורי, חשוב לדעת אותו. בנקודה שנייה, גם מה שסיפרתי מהעבר, כי גם היום בחברה הפלסטינית ישנם אנשים כמו חברי הטוב, השייח נאסר אל-תמימי, שאפשר לשתף איתם פעולה גם בתחום הכלכלי, כי זה יביא את השלום האמיתי. תודה רבה. תודה רבה. C'est aussi important de connaître l'histoire parce que c'est aussi ça la bataille pour la vérité, c'est de raconter la véritable histoire de cette terre, de ses habitants. Dernière intervention, très brièvement, il parle en français. C'est un chef d'entreprise dans la zone industrielle de Barkhane que nous avons visité avec des parlementaires. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Benjamin Maimon, Benjamin Maimon, excusez-moi. Benjamin Maimon est un chef d'entreprise et il est l'exemple même de cette coexistence qui se vit au quotidien en Israël et dans les territoires palestiniens. Benjamin. Merci beaucoup. Bonjour. Je voudrais commencer et m'excuser pour mon français. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, 25 ans. Mais je trouve important de parler la même langue ce soir. Merci de votre accueil chaleureux. Je m'appelle Benjamin Mimoun. Je suis marié à Inat, qui est sage-femme, et nous avons 5 enfants. Je suis né en France et nous avons émigré en Israël avec mes parents quand j'étais enfant. Je suis là aujourd'hui pour représenter les fabricants de la zone industrielle Barkhane, située en Judée et Samarie. Je suis avocat civil, ma spécialité est le droit du travail et je suis PDG de la compagnie Amit Frozen Pastry, située dans la zone industrielle de Barkhane. Nous fabriquons de la pâtisserie congelée et précongelée. Nos marchandises sont distribuées dans le monde entier et en Israël. Dans la zone industrielle de Barkhane, des milliers d'ouvriers travaillent chaque jour. La moitié d'entre eux sont palestiniens. Notre usine emploie 70 ouvriers palestiniens sur 120 employés. Nous travaillons côte à côte et entretenons d'excellentes relations bien loin de la scène médiatique et politique. Nos employés palestiniens sont très reconnaissants de pouvoir travailler chez nous selon le salaire israélien et le droit du travail israélien. Malheureusement, aujourd'hui, depuis que notre société a déménagé à Judée et Samarie, le BDS instaure le boycott de nos produits et rend difficile l'entrée de notre produit en Europe et particulier en France. Le problème, c'est que ce mouvement de BDS boycotte un des rares endroits où travaillent côte à côte Israéliens et Palestiniens. J'ai dans mon usine plus de 10 employés palestiniens à des postes de manager. Pour moi, il n'y a aucune différence entre Palestiniens et Israéliens. Et lorsque Ahmad, l'un de mes employés palestiniens, m'a demandé de l'aide financièrement pour financer les études universitaires de son fils, c'était évident pour moi que nous l'aiderons. Et c'est ce que nous avons fait. Cette petite anecdote est quelque chose de basique, mais qui est inconcevable pour ces mêmes personnes qui choisissent de détruire cette vraie paix. C'est pourquoi je vous invite à venir voir cette paix de votre propre yeux, sans médias ou influence politique. Mon usine, comme que toute la zone industrielle de Barkhane, en Samarie, vous ouvre ses portes. Vous êtes les bienvenus. Merci à tous. Merci, merci, nous y étions et c'est effectivement un fantastique exemple de coexistence positive, pacifique. Tout à l'heure, quand vous allez quitter cette salle, ceux qui le souhaitent vont pouvoir repartir avec ce petit document que nous vous avons préparé, qui vous permettra de mieux comprendre ce que nous faisons chez Elnet. Vous y verrez des bilans d'activité, puisque nous sommes une organisation européenne, donc c'est un document qui est en anglais, qui parle de ce que nous faisons partout en Europe. Vous y verrez également des documents que nous écrivons, que nous réalisons
à destination des parlementaires et également de tous les gens qui travaillent avec nous, parce qu'on a parlé de cette fonction d'éducation. Éducation, ce n'est pas un gros mot, hein, c'est un sujet très important et on s'éduque, on apprend à tout âge et tous ceux qui sont ici, d'où les premiers, les parlementaires, les responsables politiques, eh bien, tous les jours apprennent des choses nouvelles. Et ce que nous essayons de diffuser, c'est ce message à la fois positif sur la France, sur l'Europe et sur Israël. Et on se plaît souvent avec Pierre Dassas de répéter en permanence lorsqu'on nous demande est-ce que nous sommes le lobby d'Israël en France. On dit non, nous sommes le lobby de la France en Israël, parce que la question que devraient se poser les Européens et les Français, c'est est-ce qu'ils vont avoir de bonnes relations avec les Israéliens, parce que c'est aussi dans ce sens que la question se pose, puisque dans le dialogue stratégique, ce que nous voulons faire prévaloir, c'est cette idée que finalement, nous avons tous besoin les uns des autres. Israël, bien sûr, a besoin de la France et de l'Europe, c'est incontestable. Mais la France et l'Europe ont aussi besoin d'Israël. Et de ce point de vue-là, nous pouvons dire que sous le radar, la coopération telle qu'elle se développe au niveau économique, au niveau stratégique, au niveau du renseignement, au niveau militaire, au niveau de l'innovation, cette coopération est extrêmement fructueuse. Il reste beaucoup à faire, notamment sur le terrain diplomatique. Et je voudrais, avant qu'on se sépare, rendre hommage aux députés de la République, tous bords confondus, parce que le soutien à Israël, c'est une bataille bipartisane, comme on le dit aux États-Unis. C'est la droite, c'est la gauche, c'est la République en marche, c'est les Républicains, c'est aussi des socialistes. Tout à l'heure, le nom de François Pupponi, le député de Sarcelles, a été prononcé. Il aurait dû être avec nous ce soir. Et il est à l'étranger. Donc c'est vraiment une bataille qui se mène avec un très grand nombre de parlementaires. Vous seriez étonnés de voir le nombre de députés et de sénateurs qui sont les amis d'Israël et qui de plus en plus le crient haut et fort, qui interviennent publiquement dans les médias, au Parlement, par des questions écrites au gouvernement pour faire bouger les lignes. Tout à l'heure, nous étions avec Adrien Morena, son attaché parlementaire est ici avec nous, je le salue. Nous étions aussi avec Aurore Berger, la nouvelle présidente du groupe d'amitié parlementaire France-Israël. Et puis, dans les jours qui viennent, nous aurons en Israël une délégation de 40 jeunes musulmans qui vont pour la première fois découvrir Israël, et ils le font sur le mode du volontariat. Ils veulent aller en Israël. Nous allons les y accompagner avec l'imam Chalgoumi. Ils reviendront, ils seront des ambassadeurs d'Israël parce qu'ils vont comprendre et découvrir ce qu'est la coexistence positive et pacifique entre les Juifs et les Arabes. Nous serons ensuite en Israël aussi avec une autre importante délégation de l'IHEDN, qui est l'Institut des hautes études de la défense nationale, avec Nathalie et Pierre Dassas. Nathalie qui est une comment on dit, auditrice de l'IHEDN cette année. Il y aura des personnalités juste incroyables, notamment des officiers généraux de l'armée française, des chefs d'entreprise de premier plan, des parlementaires, des chercheurs. C'est juste incroyable. Nous serons également à la conférence d'Herzliya avec une délégation de journalistes, et puis nous serons mi-juillet avec une délégation très importante de 35 à 40 parlementaires de tous bords. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est ce que Elnet va faire en moins de 4 semaines. Et vous, écoutez, en vous le disant, je me dis que ça fait beaucoup. Et que j'ai envie particulièrement de nous rendre hommage et de vous rendre hommage et de saluer aussi toute mon équipe qui est ici, Charlotte Grib, la directrice adjointe, Amiel Coronel, chargé du réseau, Benjamin Toiti, qui est notre représentant au bureau d'Israël. Une toute nouvelle qui nous aide à monter des événements comme celui-là ce soir, c'est Patricia Ederi. Elle est étonnée que je parle d'elle, mais elle est là, donc je la salue. Sarah Pérez, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui nous a envoyé son papa. Il est dans la salle, donc je le salue, il lui transmettra nos amitiés. Et puis, vous dire aussi que, dernier mot, Elnet fonctionne, parce que souvent on nous pose la question. Donc, on n'est pas très nombreux pour travailler, mais on a besoin du soutien d'un grand nombre de personnes. Comment fonctionne Elnet ? Elnet ne fonctionne que grâce aux contributions généreuses de gens comme vous, qui décident de nous soutenir parce qu'ils comprennent que ce que nous faisons est vital pour l'avenir d'Israël, pour l'avenir du peuple juif, et aussi pour la grandeur
de la France. Oui, nous sommes une organisation de citoyens, j'ai envie de dire de patriotes, mais le mot était tellement galvaudé ces dernières semaines que j'ai du mal à le prononcer, même si c'est la vérité de ce que nous ressentons. Nous sommes des citoyens qui œuvront pour le bien de la France, pour la relation entre la France, l'Europe et Israël. Et on a besoin de vos soutiens. Et vous trouverez à l'intérieur de ce document également un petit carton pour des promesses de dons. Vous pouvez faire des dons à Elnet. Et ouais, c'est comme ça. On en a besoin. On a besoin de vous, de votre soutien, de votre argent, de votre présence et de votre participation. Merci à tous nos intervenants. On avait de quoi faire un colloque de 3 jours. On a fait ça en 1h30. C'est une prouesse, une performance. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et toujours.